Merci Pascal, merci de vos questions, de vos réactions. Donc moi je suis Nicolas Cizaret, je suis élu municipal à Cray et élu communautaire. Mais ce soir, je vais essayer de ne pas parler en tant qu'élu, mais plutôt qu'en tant qu'habitant. Et c'est-à-dire que ce que j'ai envie de vous présenter, c'est des faits, pas des opinions, des jugements. Après, à partir de ces faits, ma foi, vous en ferez ce que vous voulez. Mais le but, c'est déjà qu'on puisse vous apporter un certain nombre d'informations. Vous l'avez, je pense, déjà compris dans l'intervention de Pascal. C'est complexe, cette question de l'eau, cette question de la récupération des eaux pluviales, cette question de l'assainissement. Et on hérite aussi d'une histoire. Et c'est sûr qu'à Cray, on a une configuration qui est particulièrement complexe. Mon objectif dans ma présentation, c'est de vous présenter ce réseau au mieux de la connaissance que j'en ai, parce que je vous précise aussi que je ne suis pas un expert de la question. Je vais vous présenter d'abord, de façon générale, comment fonctionne un service d'assainissement. D'ailleurs, je vais élargir un petit peu le propos, parce qu'on parle toujours de deux services très proches. L'un, c'est l'adduction d'eau potable, et l'autre, c'est le traitement des eaux usées. Ensuite, je ferai un zoom sur la situation à Cray. Et puis, pour terminer, j'ouvrirai la discussion sur quelles sont les perspectives d'avenir, quelles sont les questions importantes qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. Alors d'abord, qui fait quoi dans un service d'assainissement? Alors la première chose importante à savoir, c'est que tout ce qui concerne l'eau, on a de la chance en France. On a un cadre législatif qui évite des dérives qu'on connaît dans beaucoup de pays où l'eau est devenue un bien marchand, malheureusement. Ce n'est pas le cas en France, puisqu'on a l'article 1 de la loi de l'eau, de la loi sur l'eau, qui dit que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et que l'eau appartient à tous. Donc ça, c'est un cadre important. Et dans ce cadre-là, la gestion de l'eau, c'est un service public. Donc si quelqu'un vous dit « Ouais, moi dans ma ville, ça a été privatisé », c'est pas vrai. La gestion de l'eau potable et la gestion de l'assainissement, ce sont des services publics que les communes ont en charge, ça fait partie des compétences des communes. Dans certains cas, ces compétences ont pu être transférées à une intercommunalité et la collectivité qui est en charge de ce service public peut choisir soit de la gérer directement, c'est ce qu'on appelle un service en régie, soit de la confier temporairement à un opérateur privé, c'est ce qu'on appelle une délégation de service public. Mais le service de l'eau, le service de l'assainissement sont des services publics en France. Dit différemment, c'est vous, en tant que citoyen, en tant qu'électrice et en tant qu'électeur, qui décidez de ce que vous voulez pour votre service de l'eau et service de l'assainissement. Alors maintenant, je vais me focaliser sur l'assainissement pour décortiquer un petit peu plus cette question du qui fait quoi. Donc l'assainissement, c'est trois choses. Les eaux usées, il faut les collecter. Ensuite, il faut les transporter jusqu'à la station d'épuration. Et puis ensuite, il faut les traiter. Et puis, il y a un cas particulier, c'est pour les personnes qui ne sont pas connectées au réseau d'assainissement collectif, les gens qui ont des fosses septiques. Donc, tous ces différents services sont des services publics et sont donc gérés par des collectivités. Pour ce qui est de Cray, voilà la situation. La collecte, le transport sont gérés par Cray. La station d'épuration est gérée par notre communauté de communes, la 3CPS, et la gestion de l'assainissement non collectif est gérée par la ville de Cray. Et la ville de Cray a fait le choix d'une délégation de services publics, ce qui fait que l'opérateur pour ces différents services, eh bien, c'est Suez. Et la communauté de communes, la 3CPS, a fait le même choix pour la gestion de sa station d'épuration. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, la station d'épuration, elle est tout près d'ici, le long de la Drôme, juste avant le pont du TGV. C'est les photos que vous voyez là. Alors, on va pas trop parler tarifs aujourd'hui. Je vous donne juste un ordre de grandeur. C'est pas les chiffres très précis, mais grosso modo, pour un abonné crétois, 1 mètre cube d'eau coûte 2,50 €.
pour la consommation d'eau potable, et le traitement des eaux coûte 2,30 € à peu près. Mais on ne va pas aller plus en détail. On compte faire un travail là-dessus dans le cadre du groupe de travail sur l'eau, mais ce n'est pas le sujet ce soir. La raison pour laquelle je vous montre cette facture, c'est parce qu'elle illustre parfaitement... Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se sont amusés un jour à essayer de comprendre toutes les lignes d'une facture d'eau. C'est chaud, hein. Voilà. Et bien, ça illustre, je dirais, la complexité qu'on a vue sur cette diapo-là, puisque si je fais un zoom sur ma facture, je vois... Là, je suis uniquement sur la partie traitement des eaux. Vous voyez qu'il y a une part Suez, il y a une part communauté de communes pour l'abonnement, et ensuite, pour la consommation, il y a une part Suez réseau, il y a une part station d'épuration, une part commune, une part communauté de communes. Donc, si vous voulez, les différents acteurs que vous avez vus sur la diapo précédente émargent sur cette facture pour être rémunérés pour les services qu'ils rendent. Alors maintenant, la question de l'état de santé de notre réseau d'assainissement à Cray. Pour le connaître, en fait, il y a des outils très simples et qui sont publiés annuellement et qui nous donnent à la fois des données quantitatives sur le réseau lui-même et puis sur où il en est de sa performance. Alors notre réseau, j'ai mis ça... là pour qu'on ait des ordres de grandeur. Alors d'abord il y a un nombre d'abonnés. Un abonné c'est pas une personne, hein, c'est un point où il y a un compteur si vous voulez. Donc ça peut être une famille, dans certains cas un appartement, etc. Donc pour ce qui est du service d'eau potable à Cray, il y a à peu près 4550 abonnés. Pour l'assainissement collectif, un petit peu moins, 3920. La raison, vous l'avez vu, c'est que certaines personnes, certaines habitations sont en assainissement non collectif. Le volume facturé moyen, donc ce que j'ai pris, c'est dans le dernier rapport, je vais vous parler de ce rapport un peu plus en détail, mais il y a une ligne qui indique volume d'eau facturé et qui indique le nombre d'abonnés. Ben, vous prenez votre calculette, vous divisez, donc la consommation moyenne par abonné est 205 mètres cubes par an. Ce sont des chiffres 2021, les derniers chiffres qui ont été publiés. Est-ce que c'est essentiel que... Oui, vas-y. C'est juste, vous dites, le nombre d'abonnés de 4500, c'est pas une personne à la... Non, oui. Oui, c'est pas... Alors par abonné, c'est par abonnement. Donc j'ai divisé par 4500. C'est pas par personne. C'est par facture, si vous voulez. Hein. Il y a 4500 factures qui sont par compteur. Voilà, merci, par compteur. Enfin, c'est un tout petit peu plus compliqué que par compteur parce qu'il y a certains logements collectifs où il y a un compteur pour plusieurs logements. Donc là, il faut encore faire la division. Mais ne rentrons pas dans ce niveau de détail-là. Et pour terminer, c'était une question du quiz tout à l'heure. Notre réseau d'eau potable, il fait 97 km de long à Cray, 97 km de tuyaux, et le réseau d'assainissement, c'est 45 km. Alors pour savoir donc maintenant un peu l'état de santé et de performance du réseau, on peut s'intéresser à différentes dimensions. Pascal les a largement mentionnés. Hein. D'une part, est-ce que notre réseau est fuyard? En d'autres termes, à Cray, il y a pas mal d'eau souterraine qui circule, et si jamais certains tuyaux, certaines parties du réseau sont poreuses, là vous voyez une photo, c'est pas à Cray, hein. Mais ça illustre bien ce qui peut se passer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des infiltrations d'eau, c'est ce qu'on appelle les eaux claires parasites permanentes, celles-là. Donc c'est en fait de l'eau d'un cours d'eau qui vient rentrer à l'intérieur du réseau des eaux usées. Et puis il y a le deuxième cas de figure. Cette fois c'est dans le cas effectivement des réseaux non séparatifs. Donc un réseau séparatif, Pascal a dit mais je le répète, c'est quand il pleut, l'eau de pluie va quelque part, quand je tire la chasse d'eau, l'eau de la chasse d'eau va quelque part d'autre. Ce sont deux tuyaux séparés. Et quand un réseau n'est pas séparatif, il est unitaire. Et donc c'est là qu'effectivement, en cas d'épisode pluvieux, il y a mélange des eaux de pluie et des eaux usées. À Cray, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 50-50. Il y a 23 km de réseau séparatif pour 21 km de réseau unitaire. Donc,
Bon, là, je vais passer rapidement là-dessus. Là aussi, Pascal nous en a parlé, mais en gros, il y a des règles du jeu qui vous disent mon réseau, il est conforme, non conforme, et puis il y a une situation intermédiaire, c'est en cours de mise en conformité. Donc, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain rendre un réseau conforme quand il y a un gros programme de travaux à lancer. Et donc, les critères pour dire qu'un réseau est conforme ou ne l'est pas, effectivement, à la station d'épuration, il faut que 95% au moins des débits puissent être traités. Et puis, le réseau de collecte, d'une part, quand il n'y a pas de pluie, il faut qu'il y ait 0 rejet dans le milieu naturel. Et quand on est dans une situation inhabituelle, c'est-à-dire une situation de forte pluie, il faut éviter les rejets, et donc le législateur est un petit peu plus précis, c'est dans un arrêté du 21 juillet 2015, puisqu'il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire pas de rejet hors situation inhabituelle? Ce qui est toléré, c'est 5% maximum du volume d'eau usée dans l'année, et à chaque DO, à chaque déversoir d'orage, il faut qu'il y ait un maximum de 20 épisodes de rejet par an. Alors pour ce qui est de Cray, pour savoir, tiens, où est-ce qu'on en est par rapport à ce cahier des charges-là? On peut s'appuyer sur un document qui est publié chaque année, c'est un document accessible à tous, qui s'appelle le rapport annuel du délégataire. Donc chez nous, le délégataire, c'est Suez. Et donc ce rapport nous donne tout un tas de données très précises sur l'état du réseau. Et donc le rapport, là aussi, le dernier rapport annuel du délégataire à notre disposition, c'est celui de 2021. Et donc, par exemple, j'ai parlé de déversoirs d'orage. À Cray, je crois qu'il y en a 7. Et il y en a un qui est particulièrement facile à voir. Vous le voyez sur la photo. C'est celui qui se trouve juste en dessous du pont Mistral, rive droite, je précise, hein, donc en dessous de la maison de la Desfardes, pour ceux qui connaissent. Et donc le déversoir, on le voit bien, hein, c'est ce tunnel qui est là. Et ce déversoir d'orage, donc, est soumis à ces fameuses règles, notamment de pas plus de 20 déversements par an. Et les derniers chiffres qu'on a pour ce déversoir d'orage, c'était les chiffres de 2021 que vous voyez là à droite. Et donc, en 2021, on a eu 57 jours de déversement par ce déversoir d'orage. Ça ne veut pas dire que ça coule toute la journée, hein, mais ça veut dire qu'il y a eu, au cours de 57 journées, il y a eu un moment où ça a déversé, et le total des volumes déversés, c'était 37 700 mètres cubes. Alors je précise, ce n'est pas 37 700 mètres cubes d'égouts qui sortent des maisons, c'est bien un mélange entre des eaux claires, donc de la pluie ou bien des cours d'eau, et des eaux usées, mais il y a quand même présence d'eau usée dedans. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une image plus large pour toute la ville, l'ensemble, si on fait la somme de tous les déversements, toujours en 2021, c'était au total 154 000, un peu plus que 154 000 mètres cubes d'eau collectés par le réseau des eaux usées de Cray qui ont été déversés directement dans le Drôme. Donc là, on est bien d'accord que c'est déversé directement, sans aucun traitement, avant passage par la station d'épuration. Et donc, ça a représenté 17% du total des eaux collectées par le réseau d'assainissement de Cray. Alors, ça, c'est en grande partie dû, comme Pascal l'expliquait, à des épisodes pluvieux, mais malheureusement pas que, puisqu'il y a aussi de temps en temps des situations où il y a des rejets par temps sec. Alors, on n'a pas trop la connaissance de ce nombre, pour une raison... Oui, Pascal? Est-ce que j'ai le droit de dire pourquoi ou pas? Bon, alors je vais prendre sur moi de dire pourquoi. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, on pouvait aller sur le site... sur quel site? Du ministère de... Portail de l'assainissement. Sur le portail de l'assainissement. Et là, on vous disait, voilà, cette année, il y a eu tant de déversements par temps de pluie et tant de déversements par temps sec. Depuis quelques années, en fait, ils ont enlevé l'info. Je ne parle pas de Cray, hein, je parle de la France. Parce que comme les directives européennes disaient, c'est interdit d'avoir des non-conformités par temps sec, la meilleure solution dans ces cas-là, c'est vous casser le thermomètre. Et donc maintenant, on ne sait plus quand il y a des déversements par temps sec. Donc là, il se trouve que par hasard, je suis passé sur le pont Mistral 2 journées, une fois en juin 2022, une fois en janvier 2023, et c'était vraiment des jours où il ne pleuvait pas. Et
malheureusement, c'est aussi des jours où les débits étaient relativement bas. Et là, ça se voit à l'œil nu qu'on a effectivement une traînée là, boueuse qui vient se déverser dans notre rivière. D'ailleurs, je pense que vous avez dû vous rendre compte qu'il commence à y avoir des algues aussi qui se mettent à se développer en dessous du pont Mistral. C'est un phénomène sans doute d'eutrophisation à suivre de près, bien entendu. Ce phénomène, il est en fait l'héritage de notre réseau. Donc, vous ne serez pas surpris que ça ne date pas d'hier. Et effectivement, cette non-conformité, elle se répète en fait annuellement depuis un certain temps. Alors, la conséquence de ces non-conformités, c'est pas bénin, parce que, si vous voulez, derrière ça, vous avez une agence de l'eau qui surveille la performance du réseau, vous avez une préfecture qui dit mais qu'est-ce que vous faites pour mettre votre réseau aux normes, et vous avez potentiellement une police de l'eau aussi qui vient faire des contrôles. Et donc, comment ça s'est traduit pour la ville de Cray? Eh bien, ça s'est traduit à la fois par un aspect carotte et un aspect bâton. L'aspect bâton d'abord, c'est que malheureusement en 2021, parce que les non-conformités se répétaient, finalement la préfecture, enfin le préfet, a adressé une mise en demeure du maire de Cray pour que ces non-conformités soient traitées et pour que des travaux soient lancés. Donc ça c'est le côté bâton, mais le côté carotte aussi, où là je devrais plutôt dire privé de carotte. Le problème c'est que quand vous avez un réseau qui marche bien, eh ben, vous avez des primes, c'est ce qu'on appelle les primes à l'épuration. Et les primes à l'épuration, elles vous permettent de moderniser votre réseau. Et donc, quand vous n'êtes pas conforme, à contrario, eh ben, on vous dit non, désolé, mais vous n'aurez pas vos primes. Et pour notre communauté de communes, c'est quelque chose qui a eu un coût non négligeable, puisque l'année dernière, il y avait une prime à l'épuration de 50 000 € pour la ville de Cray qu'on n'a pas eu. L'année précédente, c'était 100 000. Et puis, c'est pas seulement Cray, parce que l'agence de l'eau, elle va avoir une vision large, elle va dire est-ce que votre système d'assainissement fonctionne pas, est conforme et pas conforme. Et à ce moment-là, comme vous le voyez là, il y a eu d'autres communes, il y a eu Piégros-Lac-Lastre, il y a eu Divageux. Bref, on a perdu des subventions. Tu veux... Suze également, c'est ça? Non, 5 minutes. Ah, 5 minutes, d'accord. Je vois Serge Crière qui fait. D'accord. Ok, oui, mais c'est bon, merci. Voilà. Donc, bon, ma foi, ça c'est la situation actuelle. Vous l'avez compris, c'est pas facile et on peut pas d'un coup de baguette magique résoudre ces questions-là. Donc, que se passe-t-il maintenant? Eh ben, la ville de Cray a lancé un programme de travaux de modernisation et de mise en séparatif du réseau depuis 2021. C'est un programme qui a été présenté et voté en conseil municipal d'un montant de 3 millions d'euros. Donc ça, c'est une étape importante et constructive pour améliorer notre réseau. Mais ce que je voulais aussi, c'est profiter de ce rendez-vous pour prendre un petit peu de recul et dire qu'est-ce qui va se passer là dans les années à venir sur les questions de l'assainissement. Donc, en dehors de cette question de modernisation, il y a autre chose aussi qui va arriver bientôt. En 2026, la loi prévoit que ces deux compétences qui sont la gestion de l'eau potable et la gestion de l'assainissement soient entièrement transférés vers les intercommunalités. Je vous disais tout à l'heure que certaines intercommunalités le gèrent déjà, dans certains cas, mais ce n'est pas le cas pour tout. Par exemple, pour nous, c'est déjà le cas pour la station d'épuration, mais ce n'est pas le cas pour la collecte des eaux usées et ce n'est pas le cas pour l'adduction d'eau potable. En 2026, ce sera le cas pour tout. Et donc, ça veut dire que ce sera sans doute aussi l'occasion de remettre les choses à plat et de se poser des questions de stratégie. Des questions qu'on peut se poser. Alors, je ne vais pas exprimer d'opinion là-dessus, mais une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux une régie? Est-ce qu'il vaut mieux une délégation de service public? Et puis on peut en profiter aussi pour imaginer une évolution dans la tarification, en se disant tiens, est-ce qu'on pourrait mettre en place une tarification qui récompense la vertu, qui récompense la sobriété, puisqu'on est quand même maintenant dans une situation où il va falloir faire vachement attention à nos consommations d'eau. Donc là, il y a un champ qui s'ouvre, mais attention,
c'est un sujet très complexe et je vous invite à lire un très intéressant article d'une page entière qui est paru dans le journal Le Monde aujourd'hui et qui traite de cette question du transfert et qui notamment explique les grandes interrogations que ça suscite auprès des maires des petites communes qui voient ça pas forcément d'un très bon œil. Donc il y a vraiment un travail d'intelligence collective à mettre en place pour faire de ce rendez-vous non pas un moment de pagaille absolue, mais une opportunité intelligente pour répondre à des problèmes très actuels. Et je crois que j'ai terminé. Merci. Voilà, si vous avez des questions, Pascal, tu peux peut-être revenir avec moi, ça peut être des questions sur ma présentation ou celle de Pascal encore, on va se prendre encore une dizaine de minutes. J'ai pas tout à fait compris. Eau potable et assainissement seront obligatoirement... on ne peut pas séparer les deux. Alors, ce sont bien deux services différents et les deux services seront transférés du bloc communal au bloc intercommunal. Les deux, obligatoirement les deux. Alors le pluvial n'est pas un service public. Quand je parle d'assainissement, c'est la collecte des eaux à la fois pluviales et usées. Donc tu as raison, c'est eau pluviale et eau usée. C'est le traitement des eaux pluviales et usées dans les communes. Oui. Pas pluvial? Ah, autant pour moi. Alors pas pluvial. C'est D'accord. Là, je suis en limite de compétences, désolé. Il y a une autre compétence qu'on appelle GEMAPI, c'est la gestion des eaux et des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est là-dedans que vient la partie eau pluviale stricte, quand elle ne rentre pas dans le réseau. La GEMAPI, c'est une autre compétence. La GEMAPI, c'est la gestion des eaux et des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est une compétence, alors là je ne sais pas qui est localement, c'est le SMRD. Voilà. Donc il y a le SMRD qui a cette compétence-là. Et là on est sur c'est-à-dire que là on ne parle pas des eaux pluviales qui rentrent dans le réseau, hein, c'est des eaux pluviales strictes. Du coup j'ai une question très pratique. Par exemple, il y a une rue qui vient d'être terminée, qui monte vers les Cétérés, donc une rue hyper pentueuse où quand il pleut, il y a vraiment beaucoup d'eau. Et il y a, voilà, c'est vraiment l'exemple du mauvais élève de ce que vous nous avez montré, c'est-à-dire des rebords, des bordures à côté. Du goudron, même sur le côté piéton, c'est complètement hallucinant. Ma question c'est, si on ne sait pas, on fait confiance à l'entreprise qu'on missionne pour faire la nouvelle route, mais en gros, comment on peut s'assurer que l'entreprise qu'on a missionnée fasse, je sais pas moi, des... Ben ça c'est dans le cahier des charges qui a été donné lors de l'appel d'offres pour refaire la route, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des critères sur ce point-là qui ont été mis en œuvre dans le cahier des charges lors de l'appel d'offres, évidemment, ils ne pourront pas être mis en place derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut être... c'est en amont que ça se passe, quoi. Voilà, il faut être alerté de ça. Nicolas, est-ce que tu sais comment se positionnent les autres communes reliées donc à la station d'assainissement de Cray par rapport à ce critère de déversement, de moins de 20 déversements au niveau des déversoirs d'orage et pas de déversement en période sèche. Donc comment se positionnent les autres communes par rapport à celle de Cray? Oui. Quel est le niveau de performance, entre guillemets, des autres communes qui sont connectées à la station d'épuration du Crétois? Alors, il y a un élément de réponse à ça. Je vous ai dit tout à l'heure que le maire de Cray avait été mis en demeure par le préfet. En fait, ça s'est passé en deux temps. Dans un premier temps, c'est le président de la communauté de communes de la 3CPS qui a été mis en demeure en 2020 pour non-conformité de son système d'assainissement. Parce que l'agence de l'eau avait une vision globale et a dit dites donc, votre réseau il n'est pas conforme. Débrouillez-vous, c'est vous le responsable. Et ensuite,
il y a eu un travail d'analyse commune par commune, en regardant d'une part le niveau de performance et d'autre part, parce que ce que regarde le législateur, c'est aussi, pas le législateur, l'agence de l'eau, c'est aussi comment dirais-je, les démarches engagées. On ne demande pas forcément des résultats immédiatement, mais à minima que des démarches aient été engagées. Et au vu des différents niveaux d'engagement des communes du Crétois, c'est là qu'il y a eu cette deuxième salve qui a été une mise en demeure. Et là, c'est vraiment uniquement la mairie de Crest qui a été mise en demeure, parce qu'il a été estimé que les autres communes, quant à elles, faisaient le nécessaire pour soit être conformes, soit sortir des non-conformités. Donc, pour répondre de manière courte à ta question, elles ont a priori un niveau de performance qui est meilleur que celui de Crest. Moi, je voudrais saluer et remercier l'organisation de ce type de soirée, parce qu'on voit que ça déplace des élus et ça met en relation avec des techniciens et des gens qui ont des recommandations à faire. Donc je voudrais que se multiplient ce type d'événements et ce type d'échanges. Et j'ai une question sur les acteurs privés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense aux surfaces de parking qu'il y a autour de Crest. Voilà, comment est-ce qu'on fait aussi pour que des bureaux d'études qui conçoivent ce type d'espace soient impliqués dans des changements de pratiques? Ça pose la question d'une stratégie globale d'urbanisme. Donc effectivement, ça passe, même en voyant plus large, par le schéma de cohésion territoriale, le SCOT, et puis ensuite par sa déclinaison commune par commune, qui est le plan local d'urbanisme. Mais là, je fais une réponse très technocrate. En fait, ça passe par un travail collectif et une réflexion stratégique sur qu'est-ce qu'on veut comme ville pour demain. À Crest, par exemple, il y a une réflexion actuellement sur la circulation et sur le stationnement. Ta question montre bien que les questions, elles sont connectées. Tout à l'heure, Pascal nous montrait certaines photos, et Daniel, tu me soufflais, oui, ça c'est une rue où on a supprimé des places de parking, et des choix qui ont été faits. Donc, la question, elle devient politique, là, bien sûr. Moi, j'ai une question qui rejoint la première. C'est sur l'infiltration des eaux pluviales. Je voulais savoir, je sais qu'il y a une technologie maintenant pour les routes qui a été mise en œuvre pour la sécurité des automobilistes, qui est de faire des enrobés qui sont poreux et qui évitent que l'eau elle ruisselle sur les côtés, donc elle s'infiltre. Et je me demandais s'il y avait une réglementation qui obligeait pour tous les enrobés en ville, là les parkings notamment, pour faire des enrobés poreux plutôt qui ruissellent, quoi. Pas à ma connaissance, non. Donc c'est un choix à faire, mais il n'y a pas d'obligation réglementaire. Non, pardon, c'est dans la continuité de la question précédente. On conçoit qu'un enrobé peut être poreux, mais dessous, c'est pas forcément poreux. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Comment l'eau qui rentre dans l'enrobé poreux finit par s'infiltrer dans le sol? Enfin, qu'est-ce qu'elle devient? Donc ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure, c'est que de toute façon on va être limité par les capacités d'infiltration du sol, par la perméabilité de ce sol. Et donc c'est un des facteurs clés de dimensionnement des ouvrages d'infiltration, cette valeur-là. Et ça veut dire que c'est à prendre en compte dans les dimensionnements pour savoir quelle surface d'infiltration on a besoin pour désimperméabiliser telle surface. Et après, peut-être pour prolonger, je ne sais pas quelle était la question, si ça allait jusque-là, c'est qu'une fois que l'eau elle est dans le sol, elle reprend son chemin naturel et de toute façon elle va vers les points bas, qui généralement est la rivière. Donc il y a une continuité. Mais c'est tamponné, il y a un tampon hydraulique, ça prend du temps pour y aller, et du coup on retransmet les temps de pluie dans le temps au niveau de la rivière. La rivière ou la nappe alluviale de la rivière. Bonsoir. J'aimerais revenir sur les déversements par temps sec. Et je voulais savoir depuis quand est-ce que
les données ne sont plus publiques, et est-ce qu'il y a des relevés actuellement où il n'y en a plus? Alors, ouais, je reviens un peu sur ce que tu as dit pour préciser un peu les choses. Avant, sur le portail de l'assainissement, on pouvait voir pour toutes les communes de France, effectivement, si la station était conforme en traitement, si la collecte était conforme en temps sec et si la collecte était conforme en temps de pluie. Il y avait une grande transparence là-dessus, jusque, je pense, dans les années peut-être 2019, un truc comme ça, ou 2020. En fait, il faut savoir, c'est que la France, elle est en contentieux européen depuis pas mal d'années sur des problèmes de non-conformité de l'assainissement. Et donc, le ministère s'est aperçu qu'en fait, il donnait beaucoup plus d'informations à l'Europe que d'autres pays. Et donc, ils se sont mis à ne pas indiquer publiquement des informations que l'Europe ne demandait pas encore en remontée. Donc c'est pour ça qu'ils ont un peu fermé leur transparence qu'ils avaient avant, pour éviter de se faire plus taper sur les doigts, sachant que là on a une épée de Damoclès sur le dos. Donc maintenant, notamment tout ce qui est ces informations-là, elles remontent, c'est une obligation, c'est-à-dire que chaque collectivité fait remonter via les polices de l'eau jusqu'au ministère toutes les informations sur la conformité des systèmes d'assainissement. Donc ça veut dire que les maîtres d'ouvrage, les collectivités, les comités de communes savent l'information, elles l'ont, mais que derrière, au niveau national, le ministère ne souhaite pas tout faire remonter, ne fait remonter en tout cas que ce que lui demande l'Europe, pour pas trop se faire taper sur les doigts. Est-ce qu'il y a déjà eu une demande à la CADA, par exemple? Pardon? Est-ce qu'il y a déjà eu une demande à la CADA sur... Je vais demander, est-ce qu'il y a déjà eu une demande à la CADA, donc la Commission d'accès aux documents administratifs, pour avoir ces relevés? Au niveau de la collectivité? Au niveau national? Pas à ma connaissance. En fait, pour l'instant, au niveau national, il faut remonter à l'Europe que ce que l'Europe leur demande. Et donc, bon, voilà, c'est des enjeux énormes financiers qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis 4-5 ans, l'État, enfin le ministère de l'écologie, demande aux services déconcentrés, donc aux polices de l'eau sur le terrain, et donc aux préfets, d'être plus fermes dans les mises en demeure. Pour la simple et bonne raison, c'est que si la police de l'eau ne fait pas son travail, en gros, si l'État ne fait pas son travail d'avertir les collectivités, le jour où l'amende arrivera de l'Europe, c'est l'État qui sera puni. Alors que si l'État a fait son boulot, l'amende va être retransférée au niveau des collectivités. Et donc là, depuis pas mal de temps, voilà, il y a eu une pression assez forte du ministère pour dire aux polices de l'eau, faites votre job, faites votre boulot et avertissez tout le monde pour que les choses, d'une part, bougent, et d'autre part, pour pas que ce soit l'État qui se prenne la faute par la suite. Bon, au final, c'est quand même le citoyen qui payera. Oui, alors, en dehors des bâtiments, on voit que les surfaces apparemment les plus grandes imperméabilisées, c'est quand même les routes et les parkings, parce qu'elles sont liées aux voitures, et donc on voit bien qu'un des problèmes majeurs, c'est les voitures. Et donc, mettre du goudron pour eux, je ne sais pas si ça va suffire, enfin, ça me paraît quand même pas terrible. Et là, à un moment donné, il faudra se poser la question des voitures, parce que si on parle à la CRE, là, j'ai entendu parler la mairie, apparemment, ils parlent que de circulation et de stationnement, mais il n'y a pas du tout question de diminuer le nombre de voitures, alors c'est quand même le problème majeur. Et donc, fournir des solutions diverses et variées pour qu'on ait moins de voitures, parce que sinon, ça va être un peu compliqué, quoi. Il y a un lien fort, effectivement, de toute façon, entre l'imperméabilisation et la circulation, ça c'est clair. Et là encore, on retombe sur des choix à faire qui pourraient être, en tout cas, discutés avec la population, pour que ça soit mieux accepté. Bonsoir, j'habite rue André Maillet, c'est la rue de la Piscine. On rencontre une problématique depuis un moment qui s'est réveillée un peu avec les deux gros orages qu'il y a eu une fois cet été et là courant novembre. On a eu des remontées des eaux dans nos maisons. J'ai alerté par mail M. Sartre pour avoir
le réseau et savoir comment a été gérée cette canalisation qui finalement sort au bout, où il y a parfois un petit flux, même en temps sec. Donc je me pose la question de cette canalisation qui sort au bout de cette impasse et j'essaye de comprendre la problématique de ces eaux en cas de forte pluie, pourquoi ça remonte chez nous dans nos maisons, dans les canalisations et ça fait des inondations internes d'une part et j'aimerais comprendre ce flux qui sort en temps sec et pourquoi on a des remontées des eaux. Et la deuxième problématique, à côté de cette sortie, il y a une espèce de buse. Je me suis retrouvée un jour à passer. Elle est au niveau de la piscine. Et je n'ai pas compris pourquoi en temps sec il y avait cette espèce de torrent d'eau qui sortait de ce tuyau, de cette de terre. Et je me suis demandé, je me demande toujours, est-ce que les eaux de la piscine sont déversées par ce tuyau qui est quasiment en dessous des bassins. Voilà. Bon, alors là, on sort de mon niveau de connaissance précis de la commune de Crest. Déjà, juste, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un des services techniques qui connaît bien ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est qu'un réseau d'assainissement, il est soit gravitaire, soit il est en refoulement. C'est-à-dire que s'il faut remonter, on a un poste de relèvement avec une pompe et qui va remonter. Et donc on peut très bien imaginer que dans les deux cas, que s'il y a un énorme temps de pluie, si on a un réseau gravitaire qui est de toute façon, on sature le réseau, on n'arrive pas à tout évacuer, et donc ça remonte en charge derrière. Soit on a un poste de relèvement avec une pompe, mais si l'eau qui arrive a un débit supérieur au débit de la pompe, c'est pareil, ça monte en charge. Donc ça c'est une explication. Après, pour l'histoire de la piscine et des rejets, ça je ne peux pas vous dire, je pense que là, ça serait peut-être les services techniques. Question. Une dernière question. Bonsoir. Habitant auparavant, il y a une dizaine d'années, dans une ville où il était systématiquement vérifié que les eaux pluviales étaient séparées des eaux d'assainissement, des eaux usées, j'étais persuadée que c'était une loi qui obligeait les communes de faire une séparation. Donc je découvre ce soir que ce n'est pas le cas, à première vue. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a bien une loi qui oblige la séparation des eaux pluviales et des eaux usées? Est-ce qu'il y avait un délai pour être mis en application? Et ça rejoint un peu ce que vous aviez dit l'un ou l'autre au départ, c'est que on sait maintenant que les eaux pluviales sont souvent polluées. Et est-ce que la loi prévoit maintenant que les eaux pluviales aillent vers un centre d'épuration, peut-être moins, pas le même que l'épuration pour les eaux usées? Enfin voilà, moi j'avoue que je nage un peu maintenant dans ce... Alors il n'y a pas une réglementation, enfin la réglementation elle est un peu différente, c'est-à-dire que il y a une nécessité à gérer les temps de pluie, avec les histoires de nombre de déversements, etc., dont on a parlé. Et pour cela, après, il y a des doctrines faites par les agences de l'eau qui vont subventionner certains travaux et pas d'autres. Et les agences de l'eau, depuis peut-être une trentaine d'années en tout cas, subventionnent la séparation des eaux pluviales et des eaux usées. Ce n'est pas inscrit dans une loi, mais par contre, il y a quand même une action forte par finalement les différents services de l'État pour aller vers une certaine politique de gestion. Donc ça a été pendant de nombreuses années la règle, et c'est pour ça que tout ce qui est entre guillemets assez récent est généralement séparé. Mais maintenant, il y a une doctrine nouvelle qui arrive et qui est privilégiée par les agences de l'eau, qui est de séparer à la source, infiltrer les eaux pluviales à la source au maximum. Parce qu'on s'aperçoit bien que de toute façon, on a une limite. Après, sur la partie de traitement des eaux pluviales strictes, pour l'instant, il n'y a aucune réglementation. Mais c'est pour l'instant, voilà. On verra bien comment ça évoluera dans les années à venir. Une dernière question sur cette phase. Et après, vous aurez l'occasion, en fin de réunion, d'autres questions possibles. Bon, déjà, moi, je voudrais vous remercier pour... j'ai appris plein de choses ce soir.
Moi, c'était surtout une remarque concernant, on a parlé de la tarification de l'eau. Et bon, déjà, on s'aperçoit quand on tire la chasse d'eau, ben, on met dans la chasse d'eau de l'eau potable. Et puis là, dans les grandes surfaces, on s'aperçoit qu'on a viré les poêles à bois. Et puis maintenant, on met les spas, les piscines, etc. Et à l'époque où il faut faire attention, on ose à peine arroser son jardin. Ben, quand on remplit sa piscine et puis ses spas, ben, moi je trouve que ça pose quand même un problème, quoi. Alors est-ce qu'il y aura une tarification spécifique pour dire ben, si je remplis ma piscine, ben, je vais payer plus cher mon eau parce que c'est pas vital, quoi. Voilà, comme on a dit que c'était un bien public, voilà. Je ne sais pas s'il y a des choses qui se mettent en place ou pas pour ça. Merci pour cette remarque. En fait, on ne va pas en parler ce soir, mais ça, typiquement, ça fait partie des chantiers qu'on souhaite ouvrir au sein du groupe de travail eau de l'association Rebond. Se poser des questions sur comment est-ce qu'on peut amener à des comportements plus vertueux. Et on a vu qu'il y a des outils qui existent. La tarification progressive en est un. Il y en a sûrement d'autres, la sensibilisation. Oui, c'est une piste intéressante à creuser et je dirais même indispensable compte tenu du contexte. Je vais laisser le mot de la fin à Dominique Marcon et puis ensuite on va inviter les courageux qui sont restés encore parce que la soirée a été vraiment longue à partager un verre de l'amitié par là-bas. Dominique, c'est à toi. Bon, mais moi je trouve que c'était vachement intéressant. Je sais pas vous, aussi il y a plein de gens qui sont partis, c'est normal et c'est un peu dommage quand même. Moi, ce que je retiens quand même surtout, c'est que, évidemment, c'est pas Yaka Faucon, c'est compliqué tout ça et c'est la raison pour laquelle on organise des rencontres comme celle-ci, pour qu'on soit tous à peu près pas au même niveau d'information. Pascal, c'est pas possible, ni même de Nicolas, mais qu'au moins on est tous, nous, en tant qu'habitants, les éléments de base pour continuer à réfléchir et proposer des solutions. Et on va essayer de faire ça sur d'autres sujets, donc en particulier toute l'information, ce que je disais tout à l'heure sur les ressources en eau du territoire et les usages, pour éviter quand même la guerre de l'eau, parce que ça c'est un enjeu important, sur la tarification, sur les réalités de notre rivière, etc. Je crois que là, il faut qu'on arrête. Oh là là, il y a quand même un bras qui se lève là-bas au fond.